Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette saison 2 et cet épisode 12 des lundis de Ruralytique, donc lancé l'automne dernier, hein, à l'occasion du travail préparatoire de Ruralytique spéciale jeunesse rurale qui se déroulera les 24, 25 et 26 août prochains. Bonjour Cédric, bienvenue. Cédric Zabot, donc délégué général de l'Association des maires ruraux de France. Euh, donc aujourd'hui, on va parler campus connecté. L'hiver dernier, on avait abordé le sujet avec le campus connecté du Cantal, avec Betty Faure, qui nous fait le plaisir d'être avec nous également ce soir, et avec Fabien Medianowski, directeur général adjoint du département. Aujourd'hui, donc, on accueille deux intervenants de la Drôme et de l'Ardèche, parce que effectivement, c'est une action croisée entre ces deux départements qui part d'un constat relativement simple et partagé, c'est que en fait, les jeunes ruraux sont pas plus bêtes que les autres, ils sont parfois des meilleurs résultats, mais c'est atrocement compliqué pour eux de suivre des études supérieures dans les domaines qui leur plaisent ou dans les domaines dans lesquels ils ont des talents et des dispositions. Et donc ces deux départements, et Ali Axen d'une part, et également Michael Grohans, pardon si j'ai pas forcément très bien prononcé, voilà, sont au cœur de ce dispositif sur ces deux départements. Ils vont donc vous présenter ce qu'ils font, mais aussi plus largement ce système des campus connectés. L'idée qui est derrière cette soirée, c'est vraiment de vous dire que ces lieux existent, pour certains vont exister, et que donc pour les jeunes de vos territoires, vous avez des solutions en proximité. Ayez le réflexe campus connecté pour des jeunes que vous connaissez sur vos territoires et qui ont des problématiques d'accès, hein, aux études supérieures. Ne les laissez pas gâcher leur potentiel. Je rappelle que 40% des jeunes ruraux renoncent, des bacheliers, hein, les bacheliers ruraux renoncent aux études supérieures aujourd'hui en France. Ça s'appelle un vrai gâchis de matière grise et un gâchis d'avenir. Donc voilà, on est tous vent debout contre ça. Et donc, sans plus attendre, je vais vous inviter à couper vos micros et à écouter donc Ali et Michael. Alors, je lance le diaporama. Est-ce que tout le monde l'a à l'écran? Oui? Parfait. Alors, je vais démarrer cette présentation avec Michael, donc qui va durer approximativement une petite demi-heure. Et dans un deuxième temps, nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, comme le rappelait Sébastien il y a quelques secondes, les campus connectés répondent à la problématique du renoncement aux études en milieu rural. Effectivement, une large proportion de jeunes renoncent aujourd'hui à faire des études supérieures alors qu'ils en auraient largement les capacités. Les campus connectés, ce sont des lieux d'accès à l'enseignement supérieur à distance qui permet à tous de pouvoir accéder à un bouquet de formation, je dirais, de diplômes universitaires en e-learning en distanciel, l'idée étant de rapprocher de l'enseignement supérieur des territoires. Voilà, pour bien préciser ce qu'est un campus connecté. C'est donc avant tout un lieu porté par une collectivité territoriale qui s'inscrit dans une dynamique de territoire. Alors, je ne vais pas développer dès à présent le cas de l'Ardèche, mais je reviendrai sur les spécificités de notre territoire au fur et à mesure de ma présentation, qui sera complétée par Michael sur le territoire de Romans-sur-Isère. Alors, je préciserai également que les campus connectés sont des tiers-lieux labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Euh, En tant que porteur de projet, donc pour ce qui est du département de l'Ardèche, nous avons répondu à un appel à projet dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir
Et ce projet est donc financé en partie par la Caisse des dépôts et des consignations. À ce jour, il existe 29 ou 30 campus connectés qui sont déjà ouverts. Une dizaine ont été aussi labellisés, donc vont petit à petit se mettre en place dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Un troisième appel à projet a été, une troisième vague de cet appel à projet a été, est en cours. Et donc, un certain nombre de campus connectés devraient aussi voir le jour au niveau national. On va essentiellement ici vous parler de notre expérience en Drôme et en Ardèche. Donc actuellement, il y a un campus connecté en Drôme, à Romans, et 3 en Ardèche, à Privas, au Benin, et un autre qui ouvrira en septembre à Annonay. Alors, je le disais tout à l'heure, le campus connecté, c'est un moyen d'accéder à l'enseignement supérieur lorsqu'on habite dans des territoires ruraux. Alors, ce n'est pas juste un lieu de formation, c'est aussi un lieu socialisant qui permet à des jeunes et des adultes d'apprendre ensemble, de s'entraider et de reprendre confiance. Je préciserai également que donc, chaque campus connecté est géré par un responsable ou un tuteur pédagogique qui est là pour suivre, soutenir, accompagner les étudiants vers la réussite. Voilà. Dans le cadre des campus connectés, de cette labellisation dont j'ai parlé tout à l'heure, je préciserai également que chaque campus connecté est adossé à une université de proximité qui offre un certain nombre de services à tous les étudiants du campus, quel que soit l'établissement de rattachement. En l'occurrence, pour ce qui est de notre territoire, donc de la Drôme et de l'Ardèche, nous sommes rattachés à l'université Grenoble-Alpes. Voilà, je passe la main à Michael pour la suite. Bonjour à tous. Donc, en prolongement à ce que vient de présenter Ali, quelques peut-être données chiffrées, une petite photographie actuelle et des objectifs. Donc, c'est vraiment une volonté forte, une stratégie forte du ministère de l'enseignement supérieur, en collaboration avec les collectivités territoriales, de mailler l'ensemble du territoire français. Donc, il y a un objectif chiffré qui est de 100 lieux labellisés campus connectés d'ici septembre 2022. Donc, vous pourrez aller voir en ligne cette carte-là pour repérer un peu sur vos territoires où sont situés aujourd'hui ces campus connectés. Et donc, on voit une forte croissance chiffrée. Pour se donner un petit peu aussi une idée du nombre d'étudiants, donc sur la première année de fonctionnement qui a été 2019-2020, il y avait 170 étudiants. Ce chiffre doit être actualisé et augmenté, bien évidemment, avec une répartition 64% en bac généraux, 18% en bac technologique et 18% bac pro. Au niveau de l'impact des résultats de cette première année, puisque c'est là-dessus qu'il y a un bilan complet qui a pu être fait, on était à 55% de réussite en niveau licence, 100% de réussite en niveau master et 90% de passage de la première à la deuxième année de BTS. Ça donne un petit peu un aperçu des résultats atteints sur la première année. Nous pouvons continuer. Alors, quelques mots, merci Michael. Je vais poursuivre donc en quelques mots, vous décrire les types de profils qui sont aujourd'hui, font partie des groupes d'étudiants qui sont dans les campus connectés de Drôme et d'Ardèche. Alors, nous avons un certain nombre de profils assez variés entre étudiants. Tout d'abord, il y a des étudiants néo-bacheliers ou en poursuite d'études qui ont obtenu l'an dernier ou il y a quelques années leur baccalauréat et qui n'avaient pas poursuivi d'études. Donc, nous avons des néo-bacheliers. Nous avons par ailleurs des étudiants en décrochage, qui étaient en décrochage, qui avaient interrompu leurs études pour des raisons X ou Y, ou en année de césure, qui sont en reprise d'études. Donc, pour cela, ce sont plutôt des personnes qui sont soit inscrites en diplôme d'accès aux études universitaires, en deuxième année d'études, en licence 2, licence 3. Troisième cas de figure, nous avons également des étudiants en reconversion professionnelle, des adultes,
qui s'adressent également au campus connecté. Ce sont des personnes qui privilégient en général des licences professionnelles, des prépas concours ou alors des diplômes universitaires pour reconnaître et valoriser leur expérience dans les différents domaines. Et enfin, un quatrième type de profil d'étudiants que sont les sportifs de haut niveau qui s'entraînent régulièrement dans leur club respectif et qui, pour le coup, sont intéressés de pouvoir rester sur leur territoire et en même temps de pouvoir poursuivre des études. D'ailleurs, je dirais pas forcément dans le domaine du sport, mais dans d'autres domaines également. Voilà, donc l'idée alors, ce qu'on voulait dire ici, c'est que effectivement, les campus connectés sont adaptés pour des étudiants qui sont en quête d'une structure à la fois conviviale, de proximité et de nouveaux rapports à l'apprentissage et une certaine souplesse dans l'organisation qu'on va développer maintenant. Donc effectivement, c'est des formules de proximité qui sont des réponses, comme on vient de le voir, à une diversité de profils et de situations. Et l'accompagnement finalement qui est proposé par les équipes, par les tuteurs, par les responsables des campus connectés, c'est vraiment le cœur de métier, c'est l'accompagnement et l'accueil. Donc c'est à la fois de construire avec chacun dans sa situation, à la fois en termes d'exigence de ses études et de ses contraintes et de ses souhaits, de construire un contrat commun, on va dire, qui se traduit par une présence physique dans les locaux, qui est fixée à minimum 12 heures par semaine pour chaque étudiant, qui est aussi évidemment l'accès à des espaces équipés, connectés, de qualité, qui permettent des conditions de travail autonomes adaptées dans un climat calme et propice au travail. Il y a aussi des rendez-vous individualisés réguliers. Par exemple, au niveau du campus connecté de Romans, chaque étudiant est suivi 1 heure tous les 15 jours par la responsable pédagogique, pas évidemment forcément sur le contenu de sa formation, mais vraiment sur les méthodes d'apprentissage et les stratégies pour avancer, pour construire son autonomie dans ce parcours d'études à distance. Il y a aussi des temps collectifs. Alors, les temps collectifs, c'est à la fois autour de l'entraide, favoriser l'échange de savoir entre les étudiants qui sont de profils et de domaines de formation variés. C'est aussi la rencontre avec des personnes extérieures, des professionnels de différents domaines, mais aussi de l'ouverture à des sujets d'actualité, des aménagements d'espaces de débat, des sorties. Par exemple, au niveau du campus connecté de Romans, il y a eu récemment une sortie à Valence, sur le site universitaire de Valence, pour que les étudiants puissent physiquement repérer les ressources qui existent sur le territoire et qui sont à leur service, comme la bibliothèque universitaire, les associations étudiantes, les médiathèques, etc. C'est aussi des visites dans des entreprises, des rencontres avec des professionnels sur site. C'est aussi du tutorat entre étudiants qu'on aimerait beaucoup renforcer aujourd'hui, à la fois au sein des campus, entre campus connectés, mais aussi avec les étudiants qui sont en présentiel dans les universités, en l'occurrence à l'université Grenoble-Alpes basée à Valence. Et c'est aussi des temps présentiels dans les établissements de formation de rattachement. Donc, c'est vraiment un accompagnement et une organisation multifacette qui s'adapte à chacun et qui favorise à la fois l'accompagnement du projet spécifique de l'étudiant, mais aussi l'ouverture à d'autres choses, d'autres savoirs, d'autres domaines, à son environnement et aux ressources qui existent sur le territoire. Alors, je compléterai juste ce que vient de dire Michael en donnant un ou deux exemples d'organisation d'études de deux étudiants, par exemple. Alors, l'une d'entre elles est au campus connecté de Privas et elle poursuit ses études en 3e année de licence en sciences de l'éducation à Lyon 2. Et dans le cadre de ces études, par exemple, elle va avoir un certain nombre de journées de regroupement à Lyon 2. Donc, elle va se rendre à Lyon, rencontrer ses professeurs et d'autres étudiants, de manière à pouvoir ensuite faire et réaliser et rendre des travaux de groupe. Et puis, avoir quand même un lien avec son université d'inscription. Autre exemple qui me vient aussi à l'esprit, c'est un étudiant, alors il y en a plusieurs, mais ce sont des étudiants donc, qui sont sur le campus d'Aubenas et qui sont inscrits en licence STAPS, donc dans le domaine du sport. C'est une licence hybride qui est à 80% à distance et 20% en présentiel.
Les étudiants sont tous à distance de septembre à avril, et en mois de mai, ils se regroupent tous 2 semaines à Grenoble et 2 semaines à l'université de Saint-Étienne dans la foulée, alors pour réaliser évidemment tous les travaux pratiques et passer les examens dans la foulée et boucler leur année ainsi. Voilà, ce sont 2 organisations assez différentes, mais qui témoignent de la diversité des types de formations à distance qui sont proposées. Et je préciserai juste que, il y a parfois un amalgame entre formation à distance subie dans le cadre, de la continuité éducative, aujourd'hui, au niveau universitaire, et les formations, à distance ou hybrides qui sont proposées depuis 10, 20, voire 30 ans en France par différents acteurs dans l'enseignement supérieur, les universités, mais aussi le CNED et le CNAM. Voilà. Alors, Michael en a parlé tout à l'heure. Nous avons dans tous les campus connectés une démarche assez commune, donc certains points qui sont communs aux différents campus. Pardon, je vais un petit peu trop vite. Hop, voilà. Alors, parmi ces points communs, il y a donc l'espace qui est proposé aux étudiants. Donc, ce sont des différents types d'espaces, notamment alors, le campus connecté, ce sont des structures assez souples dans l'organisation. Du coup, on a un espace de travail avec équipés en moyens technologiques, avec des PC portables pour l'Ardèche, par exemple, ou des PC fixes en Drôme, qui permet donc aux étudiants de partir avec leur matériel, quand c'est le cas du portable, et pouvoir continuer à travailler chez eux s'ils le souhaitent. Autre point commun des campus connectés, c'est le soutien qui est apporté, soutien global qu'a déjà évoqué tout à l'heure Michael, dans le parcours. Et on ne parle pas de soutien uniquement pédagogique dans le cadre de la formation suivie par l'étudiant, mais c'est vraiment un parcours, un soutien dans le parcours global, avec un travail sur le projet d'études, des stages, sur un apport méthodologique, sur la recherche de formation, les candidatures sur Parcoursup, etc. etc. Donc c'est vraiment un accompagnement qui dépasse le cadre, je dirais, purement des études. Et tout ceci se fait évidemment en favorisant au maximum l'autonomie des étudiants, en leur proposant des outils adaptés et en leur proposant de se saisir de ces outils de manière à avoir une organisation un peu plus fluide, un peu plus efficace. Nous accompagnons évidemment dans l'ensemble des campus connectés les étudiants au niveau des démarches administratives qu'ils ont à faire, que ce soit au niveau des inscriptions ou des dossiers sociaux étudiants également. Voilà. Et un dernier élément, donc nous assurons aussi le lien inévitablement avec l'établissement ou l'université qui dispense la formation, de manière à assurer une cohérence et de pouvoir accompagner au mieux les étudiants dans les études qu'ils ont à réaliser. Voilà, toujours dans un souci d'objectif de réussite, bien évidemment. Et dans cette démarche commune, il y a un axe fort qui est la question du partenariat. Alors, les campus connectés sont récents, donc construisent peu à peu ces partenariats. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler et qu'on renforce, qui ont à la fois pour vocation de favoriser des passerelles avec l'existant. Bien évidemment, il y a sur les territoires, il y a une série d'acteurs publics et privés qui agissent sur les champs de la formation, de l'éducation, de l'insertion, qui sont des interlocuteurs avec qui nous tissons des liens et des collaborations. Un des effets de ces partenariats directs est évidemment le renforcement de l'accompagnement qu'on propose au quotidien aux étudiants et l'accès aux services pour ces étudiants, que ce soit les services de la vie étudiante, les services plus globalement dédiés à la jeunesse ou aux habitants du territoire. C'est, Ali l'a dit, un partenariat central pour nous, et il y a une convention qui lie la collectivité, en l'occurrence pour le campus connecté de Romans, c'est la ville de Romans, excusez-moi, avec l'université. Il y a une convention qui cadre ce partenariat. Les campus connectés ardéchois ont une convention également avec cette même université,
qui permet à la fois aux étudiants de bénéficier d'une carte d'étudiant. Ils sont reconnus, quelles que soient leurs études, hein, que ce soit des BTS, licence master, des DU, mais aussi des formations certifiantes qui ne sont pas forcément dispensées par des universités. Ces étudiants bénéficient d'une carte d'étudiant. Ils sont étudiants hébergés, ce qui leur permet d'accéder à tous les services qu'a aujourd'hui un étudiant de l'université, c'est-à-dire les services sociaux, psychologiques, insertion, les activités sportives et culturelles. Et donc, ça permet de développer à petite échelle, de relayer à petite échelle tous ces services à travers ce partenariat-là. C'est aussi évidemment un accès à, enfin, c'est une possibilité aussi pour nous, tuteurs et responsables des campus connectés, d'être renforcés dans nos postures et nos missions en fait d'accompagnement de ces étudiants. Donc, il y a des formations qui sont mises en place par l'université ou qui nous sont ouvertes pour nous former sur les questions de tutorat pédagogique, etc. Et c'est aussi du lien, en fait, du lien social entre les étudiants qui sont sur ces petites unités des campus connectés et la vie étudiante plus globale qui existe dans les plus grands pôles universitaires comme Valence. Donc ça, c'est vraiment un partenariat central et stratégique pour nous sur lequel on travaille activement. C'est aussi évidemment des passerelles avec tous les services de l'éducation nationale, le rectorat en premier lieu, le Crous. C'est aussi à travers ces partenariats-là, mieux travailler la passerelle entre le lycée et le post-bac, justement pour essayer de toucher ces jeunes ruraux qui mettent des freins, qui ont des freins à passer un peu l'après-bac. Donc, c'est tous ces partenariats-là aussi pour se faire connaître auprès de ces acteurs et pour travailler ensemble. Au niveau de la Drôme-Ardèche, il existe un groupement d'intérêt public qui est l'ADUDA, l'Agence universitaire Drôme-Ardèche, et avec qui nous développons aussi des liens autour des services de la vie étudiante, autour aussi d'expérimentation avec le milieu des entreprises, par exemple. C'est le CIO-SUP qui a comme métier l'orientation et l'insertion des étudiants. Donc ça, c'est comment aussi on crée ces passerelles-là pour amener nos étudiants à aller vers ces services-là, à penser leurs projets professionnels, à se s'outiller sur ces questions-là. On a aussi des partenariats avec les clubs sportifs, puisque Ali l'a dit tout à l'heure, parmi nos publics, il y a les sportifs de haut niveau qui trouvent dans les campus connectés en fait une formule adaptée à leur pratique sportive et leur projet, le projet professionnel B, on va dire, sur lequel ils travaillent et sur lesquels ils se forment. Donc, on a au niveau de Romans, on a deux partenariats forts avec le club de hand qui forme des handballeuses de haut niveau qui sont un très haut niveau en France aujourd'hui et un club de rugby. C'est aussi tout ce lien avec le mouvement des tiers-lieux dans sa diversité qui est très fort aujourd'hui, notamment en milieu rural. Donc, c'est comment aussi, avec nos particularités, un tiers-lieu dédié au post-bac, on se fait connaître et on tisse des liens avec d'autres. Voilà, c'est toute une série de partenariats qui est travaillée à l'échelle globale et après, de manière spécifique, chacun sur nos territoires, en proximité, avec les acteurs associatifs, avec les services communaux, etc., avec lesquels on cohabite sur le même territoire et on cherche à travailler ensemble. Alors, je reprends la main. Nous avons parlé de points communs tout à l'heure entre les différents campus connectés. Néanmoins, il y a aussi quelques spécificités locales. En Ardèche, par exemple, alors c'est une volonté, je l'ai dit en introduction, hein, c'est une volonté des élus du département de l'Ardèche, donc c'est une volonté départementale qui s'inscrit du coup avec un maillage à l'échelle départementale avec 3 campus Privas, Aubenas et Annonay, qui ouvrira en septembre 2021 et qui permet alors non seulement de rapprocher les publics de l'enseignement supérieur, hein, des publics qui ont des problèmes de mobilité, voilà, qui rencontrent un certain nombre de difficultés à se rendre sur les campus universitaires,
Ce maillage permet aussi la mise en lien des étudiants des 3 campus connectés, hein, qui sont fortement en lien, puisque certains font les mêmes études, voire en même année, et donc ça permet de travailler aussi ensemble tout en étant sur le même territoire. Et ça permet aussi la mise en place d'événements communs aux 3 campus connectés. Nous avons par exemple à Priva un amphithéâtre que nous pouvons utiliser pour organiser des conférences. Tout à l'heure, Michael l'a dit, nous organisons aussi des temps de rencontre, des cafés-débats avec des professionnels. Bon, voilà, tout un tas d'événements qui sont du coup en Ardèche ouverts à tous les étudiants des 3 campus connectés. Et une autre spécificité ardéchoise, c'est un choix qui a été fait dès le départ, c'était d'accueillir aussi les adultes en reconversion professionnelle, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, du côté de Romans, on a la spécificité de… Donc, moi, je travaille au sein du campus connecté Romans et mon employeur est l'association Accès. Donc, le campus connecté Romans est porté, animé au quotidien par une association qui est une université populaire. Donc, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans à Romans. Et en fait, elle a été approchée en 2018 par la mairie de Romans, qui a eu connaissance du modèle des Digital Academy Campus Connecté, c'est un peu le même modèle, et qui souhaitait mettre ça en place sur son territoire, tout en le proposant plutôt à un acteur du territoire plutôt que le développer en interne de la collectivité. Donc ça, c'était un choix de la mairie de Romans de se tourner plutôt vers un acteur associatif. Elle est assez naturellement venue vers l'université populaire puisqu'il y avait cette question de la pédagogie, de la formation tout au long de la vie, de l'échange de savoir. Donc, l'association Accès Université Populaire a répondu positivement parce que c'était aussi une manière à ce moment-là de se dire, par rapport à la problématique de la jeunesse, qui est une préoccupation importante de l'association Accès, de dire comment on peut mieux aller vers les jeunes aujourd'hui qu'on touche peu dans les universités populaires. C'était aussi l'occasion de retravailler en interne les approches, les méthodes et de proposer cet espace campus connecté auprès des jeunes, puisque le campus connecté Romans, peut-être contrairement effectivement à ce que vient de dire Ali pour l'Ardèche, il y a tout de suite une clé d'entrée jeunesse. Donc, c'était vraiment toucher la cible 17-25, même si c'est une cible aujourd'hui qu'on fait bouger et qu'on réfléchit vraiment à diversifier aussi, pouvoir être une réponse pour des adultes. Mais en tout cas, la clé d'entrée a vraiment été la jeunesse au niveau de Romans, avec une initiative portée par la collectivité qui du coup a réaménagé complètement, a réhabilité un ancien local commercial dans le Vieux-Bourg. Et du coup, pour la collectivité, ça a aussi été une façon de répondre à sa politique de redynamisation du centre-ville. Donc d'avoir un lieu attractif, vivant pour les jeunes au niveau du centre-ville. Donc c'est un local qui est vivant et qui du coup permet à la mairie de répondre à cette question-là. Le fait aussi qu'on soit une université populaire, ça rejaillit fortement dans l'approche d'accompagnement puisque on a très à cœur le fait de s'appuyer sur les méthodes de l'éducation populaire dans notre accompagnement. Alors évidemment, on accompagne le projet de formation, mais on a aussi cette préoccupation forte d'accompagner le pouvoir d'agir, l'esprit critique, la prise d'initiative des étudiants. Donc, on considère à la fois comme étudiants, mais aussi comme futurs professionnels, bien évidemment, mais aussi citoyens. Donc, on essaye beaucoup de nourrir nos temps collectifs par des temps d'échange, de débat, de réflexion sur des sujets de société. C'est une dimension qui alimente fortement notre accompagnement au quotidien. Et aussi avec le souci d'aller vers les associations, les maisons de quartier, les associations qui œuvrent sur le territoire romanais pour venir aussi alimenter et amener les étudiants à aller vers ces acteurs autour des questions d'engagement, de montage de projets, etc. Donc, on a cette dimension forte au sein de l'équipe, avec notamment une personne qui est dédiée à ça en service civique, qu'on accompagne au quotidien et qui travaille vraiment sur la participation des étudiants aux décisions qui les concernent, concernant le campus connecté, concernant plus globalement le territoire. Et la troisième spécificité forte qu'on a, c'est c'est un modèle économique qui est basé en très grande partie sur le mécénat d'entreprise, puisque 70% de notre budget de fonctionnement est financé par des entreprises du bassin romanais.
Donc, c'est une volonté forte. Alors, il y a le soutien évidemment de l'État dans le cadre du label, qui est un soutien sur 5 années pour chaque campus connecté. Et il y a ce cofinancement par les entreprises qui voient dans le campus connecté aussi une manière de contribuer à la question de la jeunesse, à la question de la formation, pour aussi former de futurs professionnels de leurs entreprises. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une autre spécificité forte sur laquelle je pourrais apporter plus de précision s'il y en a qui le souhaitent. Ali, tu peux passer à la suivante. Alors, j'essaye, voilà. En termes de retour d'expérience, ça va peut-être être des redites. Ali, n'hésite pas à reprendre ou compléter, mais voilà, il nous semble que le premier point intéressant dans cette formule des campus connectés, c'est que c'est vraiment une réponse de proximité sur des territoires ruraux ou des petites villes aux enjeux de formation tout au long de la vie. À la fois toucher la jeunesse qui se freine, qui a des freins à aller vers des pôles universitaires pour poursuivre des études, mais aussi à des adultes qui souhaitent à un moment donné reprendre une formation, se convertir, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un outil d'attractivité du territoire. L'exemple de Romans, par exemple, un centre-ville qui manque vraiment de dynamisme au niveau économique et au niveau offre d'activité, qui utilise cet outil-là finalement pour redynamiser à un moment donné un quartier de sa commune. C'est aussi un outil de partenariat, on l'a vu tout à l'heure. C'est une façon de travailler avec une multiplicité d'acteurs et ça, c'est vraiment très intéressant. Des acteurs du monde de la formation, du monde universitaire, de l'insertion, des services sociaux, des professionnels de secteurs divers et variés, puisque la force aussi de ces campus connectés, c'est qu'à petite échelle, sur 15-20 étudiants, on touche à des domaines professionnels qui sont extrêmement variés, le commerce, enfin, je ne vais pas les citer, c'est tous les domaines potentiels de formation, mais ça permet aussi du coup de tisser des liens avec vraiment des acteurs très différents, c'est très riche aussi. Et vous l'avez compris, les usagers qui viennent vers nous ont des motivations vraiment multiples, certaines qui s'additionnent, mais c'est, on l'a vu, un frein à la mobilité vers les pôles universitaires qui peuvent être liés à des contraintes économiques, de ne pas avoir les moyens de se payer un appartement ou de faire des allers-retours ou pour des familles de payer des études pour des jeunes dans des grandes villes universitaires. C'est aussi des contraintes qui peuvent être des charges de famille, puisqu'on a des étudiants qui sont parents et qui ne pourraient pas aller faire des études à Lyon, à Paris ou autre, et donc qui voient là une formule possible pour combiner leur vie familiale, leurs contraintes familiales avec une poursuite ou une reprise d'études. C'est aussi des activités professionnelles. On a plusieurs étudiants qui ont à côté une activité professionnelle en soirée, en week-end ou en journée. Et le fait que le planning hebdomadaire est souple et se construit avec ça permet en fait de combiner études et activités professionnelles. Et c'est aussi, on l'a dit, la pratique sportive de haut niveau, par exemple, qui peut être un frein à la poursuite d'études. On le constate aussi, je pense, dans tous les campus connectés de manière forte. Il y a aussi beaucoup de freins psychologiques à la poursuite d'études. Donc, le campus connecté peut vraiment être un outil comme une mise en confiance, donc comme une passerelle vers la reprise d'études en présentiel aussi. C'est une façon aussi de, voilà, on le sent fort au campus connecté Romans et j'imagine c'est pareil en Ardèche. Il y a vraiment une question sur la confiance dans les institutions classiques, en fait, de l'ambiance classe, de l'ambiance amphi, etc. Il y a une question de confiance en soi, une question aussi de retrouver des méthodes d'apprentissage, de s'en forger soi-même. Ça, c'est en ça, le campus connecté, il peut être vraiment un lieu de passage intéressant pour ces personnes-là. Et aussi une recherche d'autonomie combinée à du lien social. On a aussi beaucoup d'étudiants qui font le choix en fait, d'aller vers la formation à distance parce qu'ils y voient une forme d'autonomie qu'ils ne trouvent pas dans les institutions classiques, mais en même temps ne souhaitent pas rester chez eux. On l'a vu avec le contexte Covid, avec toute la difficulté que ça peut être d'être isolé socialement.
Et donc, dans les retours d'étudiants, c'est ce qui ressort fortement, notamment à Romans, c'est de pouvoir combiner à la fois ce projet, en autonomie de poursuite d'études et en même temps, au quotidien, de rencontrer d'autres étudiants et de rencontrer des professionnels de différents milieux et du coup de vivre, d'avoir une vie sociale autour de son projet d'études. Bon, je suis pas sportif de haut niveau, mais comme on dit en basket, time out. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc je vous ai laissé 5 minutes de plus, évidemment. Mais on a plein de questions qui tombent sur le chat, hein. Je vous invite à ouvrir l'outil conversationnel. Euh, donc, plusieurs questions. On va les prendre dans l'ordre, hein. Cédric, qui est le premier à avoir posé une question, s'interroge sur le choix des inscrits. Alors voilà, quand on évoque vos questions, vous pouvez reprendre le micro, il n'y a pas de souci, parce que Cédric nous dit effectivement, l'agenda rural présente cette mesure des campus connectés comme visant effectivement le rural. Donc, est-ce que dans vos campus connectés, ce sont surtout des gens qui viennent de la ruralité? Est-ce que vous mesurez cette dimension-là? Alors oui, effectivement, ce sont des jeunes de la ruralité, ce sont des jeunes qui, alors pour l'Ardèche, hein, je vais parler pour l'Ardèche, qui habitent sur le territoire ardéchois. Je tiens juste à préciser que sur le territoire ardéchois, nous n'avons pas de transport ferroviaire, pas d'autoroute, et donc il y a une grosse problématique de mobilité qui fait qu'un certain nombre de jeunes, et notamment qui habitent sur tout le territoire ardéchois, renoncent aux études supérieures et donc du coup, cette opportunité, cette chance leur permet de pouvoir poursuivre ou remettre le pied à l'étrier, non pas pour rester et faire leurs études sur le campus connecté durant tout leur cursus, mais à un moment donné, nous les accompagnons également sur les formations en présentiel via l'université de proximité, si l'offre est existante, ou alors vers d'autres formations universitaires ou d'autres organismes de formation si le cas se présente. Voilà. La question était surtout de savoir, est-ce qu'ils viennent de petites communes, ces jeunes? Est-ce que vous identifiez ça? Est-ce que vous le regardez? Puisque la vocation est rurale, il faut être sûr que ces jeunes viennent des petites communes pour se dire, bah oui, on est bien en train de rendre le service prévu. Alors pour l'Ardèche, oui, ils viennent des petites communes, sachant que la plus grande commune en Ardèche, c'est Annonay, et c'est, je crois, 20 000 habitants. Donc on est à 8 900 habitants, et Aubenas, on doit être autour des 15 000. Et donc la plupart des étudiants viennent des communes limitrophes de ces petites communes. Vous voyez, donc ils viennent des micro-communes, je dirais. Vous avez des élèves qui viennent de Vinzieux? Alors, pas encore, parce que le campus d'Annonay n'a pas encore ouvert ses portes. Il ouvrira ses portes en septembre 2021, mais nous aurons très probablement des étudiants pourquoi pas, de Vinzieux, Super. effectivement. Ouais. Un complément, Michael? Ouais, le contexte est un peu différent, hein. Romans est une commune de 30 000 et quelques habitants. Mhm. On a la moitié à peu près qui viennent de Romans et l'autre moitié qui viennent de communes, petites communes limitrophes. D'accord. Voilà. Ok. Euh, Question de Betty Faure, qui est Madame Campus Connecté dans le Cantal. Elle nous demande si l'Ardèche a répondu à 3 appels à projets, parce qu'il y a 3 sites, ou alors, parce qu'il se pose la question, parce que le Cantal va ouvrir 2 satellites à la rentrée, un à Saint-Flour et l'autre, je ne sais plus. Donc, vous avez fait 3 appels à projets ou un appel à projet pour 3 lieux? Alors, nous avons fait un seul appel à projet pour les 3 lieux. D'accord. Ouais, Ok. Merci. je vous en prie. Amandine Cochard, La Fabrique, elle a plein de questions, Amandine. Je vais la laisser peut-être pour prendre son micro et sa caméra pour qu'on puisse la voir au moment où je vais relayer ses questions. Donc, Amandine nous dit, est-ce que la totalité, sachant que ce sont des tiers-lieux quelque part, des campus connectés, est-ce que la totalité du lieu est dédiée à l'activité campus ou est-ce qu'il y a d'autres services? Alors, pour ce qui concerne l'Ardèche, effectivement, la totalité du lieu est dédiée à l'activité campus connecté, donc les études supérieures à distance. Néanmoins, dans certains cas, le campus connecté peut être situé dans un bâtiment dans lequel on peut trouver également un Fab Lab, un espace de coworking ou d'autres types de structures type tiers-lieu
avec lesquels on va pouvoir échanger, avoir un certain nombre voire de partenariats peut-être. Donc, c'est le cas dans bon nombre de campus connectés. Voilà. D'accord. Une autre question d'Amandine toujours, c'était bonjour Amandine. C'était le budget de fonctionnement d'un campus connecté. Et juste, j'en profite pour dire que le satellite du campus d'Aurillac, enfin du campus cantalien, ce sera à Mauriac. Il y aura donc Aurillac, Mauriac et Saint-Flour. Pardon, oui. Donc le budget de fonctionnement. Du côté du campus connecté de Romans, c'est un budget d'environ 90 000 € par an dédié au fonctionnement. On est une équipe de 3 personnes en salariés, mais dédiées à temps partiel sur le projet. Donc, on a un D'accord. équivalent d'un temps et demi. Équivalent Donc temps plein. 90 000 en fonctionnement. On sait qu'au départ d'un campus connecté, il y a 50 000 € d'aide de l'État par campus pour l'équipement. D'accord. Et il me semblait avoir vu qu'il y avait aussi 10 000 € par an pour l'université partenaire. Alors, Tout à fait. juste une précision de notre côté, dans le montage, l'État contribue à hauteur de 30 000 € par an sur le projet, le reste étant des entreprises. Voilà. D'accord, Il y c'est a un montage. effectivement 10 000 € pour l'université. Et j'ai aussi vu passer une aide de 1 000 € par an par élève. C'est Alors non, vrai ou ça pas? c'était pour la première année, c'était l'année Ah, d'accord. d'expérimentation. Avec la D'accord. labellisation, Ok. ces 1 000 € ne sont plus d'actualité. On est sur jusqu'à 50 000 € par an d'aide par campus connecté, plus 10 000 € d'aide Pour pour l'université. l'université de proximité. Ouais. D'accord. Ce qui fait un budget, est-ce que vous arrivez sur des ratios à peu près équivalents sur le budget de fonctionnement par élève? Oui, grosso modo, oui. Alors, je ne l'ai pas en tête, je n'ai pas calculé tout ça, mais effectivement, on est autour de 100 000 € par campus connecté, sachant qu'un campus connecté, à terme, accueillera une vingtaine d'étudiants pour côté Ardèche. Donc, 100 000 divisé par 20, le calcul est vite fait. Ça marche. Merci. Euh, Gilbert Touzeau, donc président de UNIT, qui s'intéresse depuis de nombreuses années, Gilbert, à ces questions d'enseignement à distance, se demande aujourd'hui qu'est-ce qui manque. Est-ce que vous connaissez des dispositifs comme UNIT, Sonate, qui sont pas très loin de vous, de toute façon géographiquement, et qui constituent aujourd'hui des ressources additionnelles, complémentaires? C'est en fait toute la question des ressources. Est-ce que quel est le catalogue qui est mis à votre disposition aujourd'hui et est-il suffisamment étendu? Alors, si vous voulez, en termes de ressources pédagogiques, les étudiants sont inscrits dans une formation. Et dans le cadre de cette formation, que ce soit un BTS, une licence, un DU, un master ou autre, des enseignements sont proposés sur une plateforme pédagogique. Donc, nous n'avons pas de ressources en plus à proposer aux étudiants. Néanmoins, lorsqu'un étudiant vient nous voir et nous dit, voilà, j'ai un cours sur lequel j'ai un peu du mal, j'aimerais essayer de trouver d'autres ressources complémentaires pour essayer de comprendre davantage tel ou tel aspect. On va aller chercher effectivement sur Unit, sur Onej, sur d'autres types de plateformes, des ressources existantes. On ne va pas réinventer la roue. On essaie d'aller chercher, puiser dans ces ressources-là. On ne trouve pas toujours ce qu'il nous faut, puisque c'est très particulier parfois. On est sur des domaines très pointus, mais en général, on arrive quand même à trouver un certain nombre de ressources qui nous aident pas mal. Donc vous faites quelque part vous-même de l'extension de catalogue sur mesure, quoi. On essaye, on essaye. Est-ce Oui, que je pourrais poser une question ou deux? Gilbert? Oui, donc les campus, les universités numériques, pardon, ont été créés il y a maintenant 15 ans par le ministère pour aider tous les organismes de formation à développer le numérique. Donc au début, on a obéi aux demandes de nos membres, qui étaient les écoles et les universités, en développant des ressources numériques un petit peu au fil de l'eau et souvent pas très coordonnées. Ça correspondait à soit la volonté d'enseignants, soit des demandes particulières. Bon, depuis maintenant 3 ou 4 ans, en particulier dans le cadre du PIA, on s'est intéressé maintenant à développer
en partenariat évidemment avec les établissements d'enseignement supérieur, des formations complètes à distance. Alors l'exemple, je dirais, qui a le mieux marché, c'est l'exemple de Sonate, où on a fédéré, je crois que maintenant il y en a 12 universités, dont l'UGA, pour préparer au DAEU à distance. Et le ministère nous demande de voir qu'est-ce qu'on pourrait monter comme autre formation, évidemment qui n'existe pas encore, sinon ce n'est pas la peine. Et il me semble que les campus comme les vôtres pourraient être des demandeurs. Parce qu'il me semble, je ne sais pas, hein, c'est vous qui pourrez me le dire, mais il me semble qu'il doit arriver des moments où un étudiant dit « moi j'aimerais une formation numérique de tel type », et soit il ne la trouve pas, soit elle n'existe pas, soit plus généralement, c'est difficile d'accéder aujourd'hui à la liste, à une liste à jour correcte des formations à distance. Et plus généralement, on a parlé avec Sébastien tout à l'heure, je me demandais si une action collective, alors qui pourrait impliquer la FIED, nous, on pourrait faire pression sur le ministère, on a peut-être des financements parce qu'on a plusieurs gros projets du pays en ce moment, on devrait peut-être essayer de faire un catalogue de formations à distance existantes, mais surtout en les qualifiant, en voyant quels sont leurs flux, quelles sont leurs caractéristiques, si elles sont encore vivantes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager avec peut-être l'ensemble des campus ou vous? Voilà. Merci Gilbert. Il y a une question qui est derrière, c'est est-ce que vous êtes fédéré finalement? Est-ce que vous avez un point d'entrée collectif au niveau du MESRI ou comment ça marche? Oui, il y a tout un réseau, effectivement, on n'en a pas parlé dans notre présentation. On a tous les campus connectés qui émergent. On est tous en réseau, les responsables et tuteurs de campus connectés, à travers un outil numérique qui est dynamique, du partage de ressources, de la mutualisation d'outils. Et effectivement, la question du développement de la formation par un travail collectif au niveau national et de repérage des demandes non satisfaites des étudiants est un des enjeux forts du travail en réseau avec le ministère. Tout à fait. Et Ali, tu me corriges si ce n'est pas ça, mais effectivement, il n'existe pas de catalogue aujourd'hui ou de base de données exhaustive sur l'offre existante en matière de formation à distance. Et c'est un vrai manque. Est-ce qu'on pourrait se recontacter au-delà de cette visio pour voir comment s'y prendre, savoir d'abord qui est votre contact au ministère? Moi, je suis en relation permanente avec le ministère. Bon, et on pourrait monter un projet à plusieurs. C'est une piste. J'ai déjà vos coordonnées, Monsieur Touzeau, je vous recontacte dans les jours qui viennent. Et si tu veux bien, Gilbert, mettre dans le chat ton adresse mail pour que voilà, les personnes qui souhaitent se rapprocher de toi puissent le faire. Michel Pérez posait la question, plutôt à Michael, je pense, comment se passent les relations entre le campus et les entreprises partenaires. C'est de quelle nature? Elle se passe bien, merci. Michel, est-ce que tu peux préciser? Non, tout à fait. Elle se passe bien et effectivement, on souhaite qu'elle se passe de manière plus dense. Et on est en train de… Donc, c'est vraiment la mairie de Romans qui pilote la stratégie de mécénat. Et du coup, on réfléchit l'équipe avec la mairie de Romans sur comment développer du mécénat de compétences. On imagine des modèles comme des professionnels qui seraient motivés, qui pourraient venir tenir des permanences régulières au sein du campus sur les questions de ressources humaines, par exemple. Et on développe aussi des stratégies de stage, c'est-à-dire qu'on commence à mieux cerner un peu les besoins, les freins des étudiants, etc. Et du coup, il y a un certain nombre de grosses entreprises d'ailleurs dans le réseau des mécènes. Et on essaie de réfléchir à de la stratégie un peu de placement, mais qui est concertée, préparée, etc. Donc, ça se passe bien et je pense qu'il y a vraiment du potentiel à aller beaucoup plus loin avec toutes les entreprises et elles sont globalement très motivées. Alors, un complément, est-ce que vous avez une instance de rencontre et de concertation avec ces entreprises partenaires? Jusqu'à il y a très peu de temps, en fait, je ne l'ai pas précisé dans l'historique, mais c'est une fondation qui s'appelle la fondation Break Poverty,
qui s'était rapproché de la mairie de Romans dans le cadre d'un dispositif qui est la dotation d'action territoriale. C'est plusieurs communes en France, peut-être vous connaissez, ont bénéficié de ce dispositif d'appui. Et c'est cette fondation qui, avec tout son savoir-faire et son réseau, est venue faire ce travail premier de repérage et de rencontre et de levée du mécénat. Donc ça, ce savoir-faire, elle l'a transmis à nous et à la mairie. Et du coup, mais la DAT, donc la fondation organisait 2 rencontres par an avec toutes les entreprises, les porteurs de projets, parce qu'il n'y avait pas que le campus connecté. Et donc, il y a eu effectivement des rencontres régulières. Maintenant, la main est en train d'être prise par la mairie, qui elle-même va faire ce même travail de rencontres régulières des entreprises, parce que c'est aussi une façon de faire du réseau et de renforcer un réseau avec le monde privé. Comment s'appelle la fondation? J'ai pas bien Voilà, compris. j'allais poser la question. Break Poverty. Je peux vous Comment? l'écrire là. Oui, oui, s'il te plaît, super. Voilà, merci. Break Mon anglais est poverty. Ouais, c'est une fondation qui est axée sur la question de pauvreté ok, super. et qui accompagne des communes, différentes communes en France et qui continue son action dans ce sens-là d'ailleurs. Super, super, super. Autre question, c'est la question de Brigitte Dubois du département du Cantal qui s'interrogeait, Ali, sur les relations enfin, entre les jeunes et les adultes sur ce campus. Alors, sa question, je vais la retrouver tout de suite. Peut-être peut-elle m'aider en prenant la parole. Brigitte, help. Oui, oui, tout à l'heure, Monsieur Axen, vous disiez en introduction de votre propos que justement, un des objectifs, c'était la socialisation le renforcement de la socialisation entre les étudiants et les adultes, entre les jeunes et les adultes. C'est un sujet qui est intéressant puisque du coup, souvent sur ces campus, on retrouve des personnes au profil très différents. Et du coup, on découvre à la fois ce qu'est le monde du travail, le télétravail, le coworking, etc., voire d'autres parcours en formation continue. Donc, comment les choses s'organisent chez vous et quel constat vous pouvez tirer après ces quelques périodes de fonctionnement? Alors, effectivement, nous avons une variété de profils. Donc là, au niveau des âges, nous avons, ça va de 18, 19 à 48 ans, avec des profils très variés, des expériences très variées, très riches en même temps. Et donc, nous proposons, dans le cadre des campus connectés Ardéchois, des temps collectifs qui prennent plusieurs formes. Alors, soit ce sont des ateliers méthodologiques que nous proposons, donc qui vont permettre à ces jeunes et moins jeunes d'apporter leur savoir-faire, leur savoir-être et leur savoir dans ces domaines-là, partager leur expérience sur comment réaliser une fiche de synthèse, une méthodologie de dissertation en histoire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment sur de la méthodo. Ensuite, nous avons des temps dédiés à l'analyse de l'actualité, par exemple. Donc chacun va pouvoir s'exprimer et analyser à tour de rôle l'actualité passée, de la semaine passée, et pouvoir apporter un sujet. Donc l'idée, c'est de nourrir la réflexion, prendre un peu de la hauteur. Donc là aussi, ce sont des temps qui permettent aux uns et aux autres de mieux se connaître. Et enfin, nous avons des temps de ce qu'on appelle des cafés-débats avec des professionnels qui permettent aussi, encore une fois, à chacun de pouvoir s'exprimer, d'échanger, de découvrir, de se découvrir aussi, et faire du lien avec les différentes formations qu'ils suivent. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. J'ai une autre question, mais c'est une question un peu mystérieuse pour moi. Daniel, il faudra m'aider. Quand vous dites « il faut rapprocher le propos des communes cabines téléphoniques », Daniel, Oui. qui est le maire de Port-sur-Vienne. Oui, non, je répondais à la micro-commune par une autre boutade, puisque aujourd'hui on entend bien sur le territoire parler de petites communes rurales, et quand on regarde, on est entre 5 et 6 000 habitants. Donc nous nous interrogeons, les maires ruraux, quand nous sommes dans des communes de moins de 500 habitants, si nous ne sommes pas résidents de cabine téléphonique. C'était juste pour le fun. D'accord. Compris. Et vous aviez posé une autre question plus sérieuse. La sélection pour valider un campus numérique dépend-elle principalement de la taille de la commune candidate ou bien du contenu de son projet?
Enfin, la distance à l'université entre-t-elle en ligne de compte? Question très importante, oui. Alors moi, je dirais qu'elle dépend plus de la qualité du projet que de la taille de la commune, parce Ouais. qu'il existe des communes comme à Grillon, par exemple. Alors, je ne sais plus dans quel département il se situe, mais il me semble que on est autour de 3 000 à 4 000 habitants. Le Vigan, Vaucluse. par exemple, qui est une commune de 4 000 ou 5 000 habitants, a aussi son campus connecté. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur la taille, mais sur la qualité du projet qui est proposé. En fait, oui, mais il faut, Ali, que tu te rendes compte que quand tu dis 4000 habitants, tu exclus 35 000 communes de fait. Alors, Donc, si le seuil est là, les gens de la MRF vont couper vont couper leur vidéo. Alors, Non, néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on exclut. Alors, les étudiants de ces communes-là sont les bienvenus dans les campus connectés. D'ailleurs, ils forment la grande majorité des étudiants qui sont dans nos campus connectés, hormis certaines villes de taille moyenne comme Nevers, Saint-Raphaël et autres. Mais dans la majorité, ce sont quand même des campus connectés situés dans des villes d'une dizaine de milliers Et d'habitants. puis, puis on le voit, il y a aussi, pardon, en ruralité, des initiatives intercommunales. Hein, je veux dire, Tout à fait. voilà. Et là, on y va vite aux 4000. Jean-Marie a levé Ce la qu'on main. peut dire, Oui. Oui, allez-y. Oui, alors, Jean-Marie Roussin. Oui, pour préciser, Grillon, c'est une commune de Vaucluse. Et en fait, c'est la communauté de communes qui porte le projet. C'est la CCCE-PPG, donc c'est la particularité que nous avons. C'est à la fois d'être une communauté de communes vauclusienne et dromoise, enclave des Papes, Pays de Grignan. Donc, il s'agit bien de la communauté de communes qui porte le projet. Ah ouais. Voilà, pour précision. Merci de ce complément. Je Alors, préciserai d'ailleurs que la plupart des campus connectés sont des projets proposés, enfin portés par des communautés de communes ou des agglomérations. dans donc, le Cantal, c'est un département, pardon. oui, tout à fait. Et simplement pour revenir sur la question de la taille des territoires, ce qu'on peut dire quand même, et Betty sera là aussi pour compléter, Betty Fort, c'est qu'on sent malgré tout que le ministère est très très intéressé aussi par des démarches qui concernent des toutes petites communes, histoire de raccrocher ces territoires aussi enfin de raccrocher la population et notamment les jeunes de ces territoires à la question de la formation post-bac. Donc c'est pas une question de population et d'échelle de la commune, c'est véritablement effectivement une question du projet, de la mobilisation de tous les acteurs. Oui, Amandine. Oui, merci. C'est juste, Ensuite, ce sera Yannick. Est-ce que, en fait, oui, peut-être enfin, le projet, il peut être très intéressant aux petites communes, mais au vu des 100 000 euros, grosso modo, de frais de fonctionnement, est-ce que c'est vraiment possible pour des petites communes ou communautés de communes en milieu rural qui ont déjà des soucis, on va dire, de budget? Et du coup, à ce moment-là, le portage, j'ai entendu départemental, mais est-ce qu'il peut être autre? Ou, parce que pareil, le mécénat d'entreprise ne fonctionne que si on a des entreprises suffisantes en termes de chiffre d'affaires, quoi. Qui souhaite répondre? Alors effectivement, pour une petite commune, c'est compliqué. 100 000 euros, c'est pas une petite somme. Et que l'idéal, c'est effectivement allier ses forces, être une communauté de communes ou une agglomération. Après, effectivement, il existe sur certains territoires des aides de la région, du département. Donc, et si en plus de ces aides-là, vous pouvez effectivement emporter dans votre projet des entreprises privées, à ce moment-là, effectivement, ce projet peut devenir réalité. Puis n'oubliez pas les fonds européens. Je suis sûr que ce genre de projet est éligible au FSE ou au FEDER. Donc, mais on ne sait pas bien s'en servir encore de ces fonds européens. Mais voilà. Yannick. J'ai une partie de ma réponse dans le sens que je voulais intervenir pour savoir si justement on avait des exemples de projets qui étaient portés par des communautés de communes. Donc ça a été parfaitement, ils ont indiqué. Ma question serait la suivante quand même, c'est quelle est la part finalement de l'association territoriale par rapport, disons, au rapport universitaire géographiquement et l'endroit où ça s'implante? Je vais faire exprès de prendre un exemple un petit peu outrancier, mais est-ce que finalement un étudiant pourrait suivre des cours à la fac de Moscou, c'est envisageable?
Bah oui. D'accord, non mais... Non, mais si à un moment donné, une offre de formation à distance diplômante se développait ailleurs qu'en France, ce serait tout à fait envisageable que les campus connectés soient une réponse, il me semble. Enfin, D'accord. Donc, il y a possibilité d'envisager de tisser des partenariats complètement différents et variés, quoi. À ma connaissance, c'est pas posé aujourd'hui, mais ça me paraît pas à exclure, en fait. Mais là, on est bien en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur l'offre française, on va dire, de formation à distance. Oui, mais par exemple, là, je pense, moi, à mes jeunes du territoire qui actuellement, par exemple, ne serait-ce qu'à cause de la Covid, ne peuvent plus se déplacer à l'étranger. Donc, à la limite, ça veut dire qu'éventuellement, ils vont faire l'impasse sur les inscriptions dans des facs anglaises ou dans des choses comme ça. Parce que, alors que si effectivement, il y a une possibilité de faire quelque chose de validant à distance, ils pourront continuer un cursus déjà entamé ou démarrer un cursus à venir. C'était ma question. En fait. Oui. Pour faire une sorte d'Erasmus chez soi. À Moscou, il y a des très bons cours de hacker. Oui, aussi. Oui. Merci François. Puis, oui, puis ils sont pas mauvais en chimie aussi, il paraît. Donc, ensuite, on a atteint effectivement les 18h30. Juste une suggestion de Gilbert, c'est est-ce que dans un campus connecté, on peut faire intervenir des bénévoles, des enseignants à la retraite, des ingénieurs? Est-ce que c'est un environnement ouvert à ce type de rencontre et de tutorat quelque part? Je vais répondre pour le campus connecté Romans. La chance, c'est qu'on s'appuie sur le réseau de 80 bénévoles de l'Université populaire dans ce qu'on appelle les coups de pouce. Donc, sur le plan disciplinaire, on mobilise sur des questions d'orthographe, d'économie, là où sont les besoins. On mobilise effectivement des intervenants bénévoles, souvent des enseignants à la retraite, qui viennent faire du compagnonnage en fait avec les étudiants. Donc, c'est très riche pour les deux. Et c'est aussi une manière de renouveler le bénévolat, de le dynamiser. Donc, c'est intéressant. Ali, même chose en Ardèche? Alors effectivement, comme je le disais dans ma présentation, les campus connectés, ce sont des organisations assez souples qui permettent ce type de situation, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné, oui, faire appel à un bénévole si on a des bénévoles qui se présentent et si on a un besoin en face. Parce qu'on ne va pas faire intervenir un bénévole pour faire intervenir les bénévoles. Il faut que ça réponde vraiment à un besoin chez un étudiant ou plusieurs étudiants. Et à ce moment-là, effectivement, on peut faire intervenir des personnes qui sont qualifiées, compétentes sur un sujet. Et effectivement, c'est totalement possible. C'est même, je dirais, recommandé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Spéciale dédicace à nos amis du Livradois. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de campus connecté dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Il y en a pas dans l'Allier non plus. Pas encore, Sébastien. Voilà. Mais on a un vice-président de COCOM qui est présent et qui est motivé et affreux. Ça, c'est pour Alain. Merci beaucoup. Vous retrouverez cet enregistrement. Vous serez amené, si vous le voulez bien, à le faire circuler. Il sera en ligne dès jeudi sur le site de Ruralytique. La semaine prochaine, nous accueillerons Sophie Suel et Sylvain Kael de l'ADIGE 38 et du CCAS de Privas, on ne quitte pas tout à fait l'Ardèche, pour évoquer le dispositif Les Promeneurs du Net. Les Promeneurs du Net, ce sont des gens responsables qui se promènent sur Internet et vont à la rencontre des jeunes pour éviter qu'ils mettent les pieds dans les trous des Internets et qui tombent du côté de la face, du côté obscur des réseaux. Voilà, merci beaucoup, passez une très bonne soirée, merci encore à nos deux intervenants, bravo pour ce que vous faites et portez-vous bien.